Bonjour et bienvenue pour un nouveau numéro de Demain la Cité, ici, toujours à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, dans la grande bibliothèque, une bibliothèque admirable que je vous engage d'ailleurs à rejoindre quand vous avez besoin d'informations ou de documentation sur l'urbanisme et la ville, pour ce rendez-vous entre ceux qui font la ville, et aujourd'hui avec Michel Leprêtre. Michel Leprêtre, bonjour, vous êtes maire adjoint de Vitry-sur-Seine, et vous êtes chargé de l'urbanisme, du développement économique, de l'habitat, au fond, de toute la fibre urbaine de Vitry. Oui, tous les dossiers qui concernent l'aménagement de la ville, au sens général du terme. J'ai aussi le dossier des transports. Alors, évidemment, il n'y aurait pas de développement sans transport. On va situer Vitry pour ceux qui nous regardent. On est là, dans la grande couronne parisienne. On est dans la petite couronne parisienne. On est dans la banlieue sud, 3 km de Paris si on passe par les bords de Seine, 5 si on passe par la RD 5. C'est quand même une longue promenade le long de la Seine, Vitry, 3 km 8 de berge. C'est beaucoup et à la fois c'est très important pour une ville. Vous êtes inséparable de la Seine. C'est notre histoire. C'est l'histoire. La ville s'est faite à partir de la Seine et à partir de la liaison entre Paris et les anciens, enfin les très anciens aimaient à raconter ça. On allait de Paris, les rois allaient de Paris, le roi allait à Paris, aller voir la Pompadour, a choisi le roi en passant par Vitry. Mais la Seine, c'est important parce que c'est l'élément du paysage, peut-être on en reparlera, c'est l'élément du paysage essentiel, puisque ça a été son histoire, son développement économique. Une terre de pépiniéristes au début, beaucoup d'arbres au fond. J'ai lu quelque part que Vitry avait failli s'appeler Vitry aux arbres. C'est joli avec le recul d'aujourd'hui. C'est exact, mais c'est une vraie... La zone était inondable. Toute la partie, un tiers de la ville est inondable. Et c'était effectivement pour une terre très appropriée pour accueillir les maraîchers, les légumes, les fruits, qui partaient directement en bateau sur Paris. Et d'ailleurs, petite anecdote au passage, on appelle le pont principal de Vitry le pont du port à l'anglais. C'est une déformation parce qu'en fait, le pont, l'origine, c'est le nom, c'est l'anglois, qui était le principal professionnel qui emmenait les légumes et les fruits sur Paris à l'époque dans ses bateaux. Ça a gardé cette structure un peu bipolaire, au fond, Vitry, entre le bourg ou l'activité plus urbaine et le port à l'anglais, en quelque sorte. On retrouve ça aujourd'hui encore dans les gènes de la ville? Je pense même qu'on a trois pôles. On a effectivement la vallée de la Seine avec toute son activité économique. On va dire l'entre-Fouaféré et Seine, qui était la grande partie de développement économique, mais c'était aussi la partie où se passaient les grandes circulations. Il y avait le train, il y avait le quai de Seine, etc. Il y a le cœur de ville avec son église qui a donné lieu à une structuration. Et après, bien évidemment, l'hôtel de ville, les grands équipements publics qui sont au centre. Mais vous avez le haut, vous avez le plateau qui nous reliait à la Nationale 7, qui est maintenant la RD 7, et donc qui nous reliait à l'aéroport d'Orly à quelques encablures de là, puisqu'on est à quelques kilomètres d'Orly quand on est sur le haut de la ville. Alors cette urbanisation, au fond, si on la regarde dans ses volumes et dans ses formes, elle va en prendre deux principalement. Une forme pavillonnaire, et là on est dans le grand déferlement pavillonnaire de l'entre-deux-guerres, et puis après les grands ensembles. Comment le responsable de l'urbanisme que vous êtes aujourd'hui à Vitry juge ces deux époques? Ces deux époques qui ont construit la ville. Mais qui ont construit la ville avec une capacité différente de répondre à leurs besoins à l'époque. Le tissu pavillonnaire des années d'entre-deux-guerres, c'est un tissu pavillonnaire extrêmement populaire. Totalement débridé, totalement... Tout à fait, qui accueille sous toutes ses formes, avec des petites parcelles, qui accueille un pavillonnaire très serré, qui accueille des familles entières et qui vont grandir du premier au quatrième enfant dans la même maison. Ça, c'est l'entre-deux-guerres. On construit sa maison. Et puis tout de suite après, autour de ça, se sont greffés des dizaines de milliers d'habitants dans des taudis, dans des bidonvilles, dans des habitats qui sont devenus très vite insalubres, dans des petits collectifs. Là, il fallait agir. Il fallait agir.
À l'époque, l'État a agi sous la pression des collectivités locales et l'État a créé les ZUP, qui était une réponse adaptée à l'époque. Non pas adaptée sur les formes urbaines, on passe en rupture par rapport au pavillon, mais adaptée par rapport à la quantité. N'ayez pas de regard trop critique sur ces... Non, parce qu'il a fallu à l'époque loger beaucoup de monde. Vous savez, si aujourd'hui, en 2012, on prenait les bonnes décisions, il faudrait construire 300 000 logements en région parisienne. Aujourd'hui, tout de suite, simplement pour répondre aux besoins qui s'expriment et qui vont continuer de se grandir. Ou alors, il faut qu'on arrête la natalité, ou alors, il faut qu'on arrête d'accueillir des populations. Tout simplement, il faut prendre les moyens de se dire, il faut qu'on réponde à ça. Donc après, on ne refera pas des ZUP. Mais aujourd'hui, disons-nous que l'époque, la ZUP a permis d'accueillir dans la même cité l'électricien, le cheminot, le maçon qui avait construit l'immeuble, et puis le plombier. Voilà, tout ça. Il a fallu habiter tout ça, loger tout ça, et ça s'est fait de manière très tranquille. La rénovation de la ZUP, telle que vous l'abordez dans certains quartiers, ça signifie donc pour vous qu'on ne rejette pas tout d'un revers de la main, on n'est pas dans la démolition. La démolition, elle peut exister, on a fait ce choix. On a fait ce choix dans un quartier... De façon partielle. Oui, on a fait le choix sur 1300 logements du quartier, Balzac, on en démolit 660. On a fait ce choix non pas pour casser le nombre de logements, puisqu'on en reconstruit 420 dans le même secteur. Oui, alors vous partez d'un principe très original, peut-être, parmi vos principaux collègues en Île-de-France en particulier, c'est que pour un logement détruit, il y en a 2 qui sont construits. Voilà, on s'est battu pour ça. Ça a été un choix du maire et une bataille du conseil municipal après, pour qu'on obtienne 2 logements à reconstruire, financés, pour un démoli. Pourquoi ? À l'époque où on décide de dédensifier Balzac, de reconstruire un nouveau quartier avec un urbanisme de notre temps, on a 3500 demandeurs de logement. Donc on se dit, on ne peut pas simplement démolir et puis dire on va reconstruire pour ceux pour lesquels on a démoli. Il faut qu'on construise dans le même temps une réponse à ceux qui arrivent et qui sont demandeurs de logement. Mais l'originalité, ce n'est pas seulement le nombre, c'est que nous avons construit ces logements dans toute la ville. Nous avons aujourd'hui plus de 20 opérations de construction de tout type, pavillonnaires, petits collectifs. On n'a aucune opération qui dépasse les 100 logements. Donc il fallait bien les étaler, les diversifier sur tout le territoire. Alors on peut en apercevoir l'ampleur sur le site de la ville de Vitry, car il y a en effet là une description, une énumération des principaux chantiers qui sont en cours, qui est sans doute une des listes les plus importantes qu'on puisse trouver dans une commune en Île-de-France. Oui, je crois que ça doit être la plus conséquente, mais je crois que c'est un des éléments qui a contribué à ce qu'on ait les financements nécessaires et qu'on ait bénéficié dans le cadre du plan de relance de rajout de financement, parce qu'il faut pouvoir les construire, les logements. Et après, il fallait répondre aux besoins, point. Je veux dire, on peut parfois s'étonner du fait qu'à Vitry, on ait 40% de logements sociaux et qu'on veuille en construire. Moi, je suis simplement en phase avec les besoins qui s'expriment dans ma ville. Si on en revient à Balzac et à l'ampleur des travaux qui y sont réalisés, comment s'organise la vie des habitants pendant cette rénovation et comment s'échangent les informations entre ceux qui ont la direction des opérations et ceux qui y vivent? Il a fallu beaucoup débattre, beaucoup de rencontres, des rencontres collectives, des rencontres avec le bailleur, à l'initiative du bailleur, parce que la rénovation a été portée pour l'essentiel par l'OPHLM de Vitry, donc c'est lui qui a démoli ces logements. Mais ils ont été reconstruits sur tout le territoire. Mais il a fallu surtout beaucoup dialoguer individuellement. On peut rénover et préserver la mémoire du quartier? Oui, il faut faire beaucoup d'efforts parce que c'est vrai que quand le bâtiment tombe, on peut se dire ça y est, il y a les sanglots, il y a les sourires parfois, mais on peut se dire oui, j'ai vécu là 40 ans, je suis né là, j'ai grandi là, j'ai fait l'andouille en bas de la cage d'escalier. Mais voilà, il faut changer, et puis petit à petit on reconstruit autre chose. Mais il faut garder cette mémoire. Autre projet, peut-être un des plus importants mis en œuvre par Vitry,
ça va concerner un site à vocation plus industrielle qui est celui des Ardoines. Quelles sont les grandes lignes, les objectifs principaux du projet? Les objectifs principaux, c'est de considérer qu'un quart de la ville, puisque c'est ça, 300 hectares. 300 hectares. Un quart, un petit peu plus même, sont concernés par une rénovation. Reconstruire de l'activité économique à prime abord. C'est le premier choix que nous avons fait. Nous disons aujourd'hui que demain, un mètre carré Shun qui sera créé devra accueillir de l'habitat et le deuxième mètre carré accueillera de l'activité économique. Il faut qu'on ait un partage. Il faut qu'on ait un partage pour pouvoir accueillir et maintenir l'activité qui existe sur notre territoire. Elle est fortement implantée. On a plus de 300 PME dans ce secteur. Des petites boîtes avec 1, 2 salariés, une vingtaine. On a un gros site qui s'appelle Sanofi Aventis avec 3000 salariés. On a un site ferroviaire, on a ce que j'évoquais, la centrale EDF. Il faut aujourd'hui se dire qu'il faut malaxer tout ça pour en sortir la substance la plus solide pour continuer à accueillir ce tissu. Alors c'est le caractère de ces entreprises qui va donner une forme au projet, à sa vocation industrielle, en étant un pôle biotech, quelque chose résolument tourné vers l'avenir. On va se tourner vers l'avenir sur 3 aspects. Le premier aspect, on va d'abord essayer de contribuer à maintenir le site Sanofi Aventis. On travaille par exemple la mise en place d'un EPFIF, un incubateur, hôtel pépinière d'entreprise, pour qu'il y ait par exemple des start-up qui contribuent à travailler la recherche. Alors il faut expliquer ce que c'est, parce que moi-même je l'ai découvert. C'est une structure qui permet à toute taille d'entreprise, de celle qui se crée à celle qui existe et qui se développe, qui se structure, qui prend forme. En fait, on peut changer de structure, changer de locaux, voilà. On s'adapte en fonction de son développement. L'idée, c'est d'avoir à disposition un local qui va vous permettre peut-être d'avoir en premier temps un bureau, un labo, et le deuxième temps, quand vous aurez réussi à découvrir, à créer, peut-être avoir un espace supplémentaire, accueillir un nouveau salarié, remplir. Et c'est ça l'idée de l'incubateur. Ce n'est pas une idée vitriote. On regarde aussi ce que font nos voisins. Mais on se dit qu'il y a aujourd'hui une grande capacité, bien évidemment en lien avec la biotechnologie, avec le Sanofi Aventis. C'est quand même le premier site français de création de médicaments, de production de médicaments biogénétiques. Mais voilà, ça c'est l'entreprise phare. Aujourd'hui, il faut créer un tissu autour. Mais il n'y a pas que ça. Vitry, j'insiste sur le fait qu'aujourd'hui, nous avons toute une multitude de petites pépites. Des entreprises de la métallurgie, des entreprises qui travaillent le verre, des entreprises qui travaillent la technique et les techniques de spectacle. Tout ça, il faut tisser du lien avec tout ça. Il faut créer de la densité, aussi pour l'activité économique. Michel Leprêtre, vous l'avez déjà dit tout à l'heure, donc à côté du projet des Ardoines, il y a cette volonté d'irriguer ça par de nouveaux moyens de transport, profiter, bénéficier peut-être du Grand Paris Express et de ces projets. Ça va ouvrir de nouvelles perspectives pour de nouvelles gares. D'abord, il faut se souvenir que ce n'est pas venu sans rien. Il a fallu se battre pour obtenir ça. Il a fallu que la ville soit reconnue et que son projet, parce qu'en fait, on a fonctionné à l'inverse. Ce qu'on travaille aujourd'hui à développer, ça fait 10 ans que ce projet est en réflexion. Il a fallu le faire mûrir. Et c'est aujourd'hui tellement évident que ça ne pose plus de problème sur le fait que demain, il y aura 2 stations de métro qui vont irriguer ce territoire. Contrairement à ce qui s'est passé autrefois, où c'est le moyen de transport qui a amené le développement économique, là, en l'occurrence, c'est le projet qui a favorisé l'implantation de nouveaux moyens. Qui a créé les conditions pour que, oui, ce soit réaliste. Ça ne pose plus de problème à personne aujourd'hui qu'il y aura une gare aux Ardoines qui va se connecter au ERC et à 2 lignes de bus. En termes strictement urbains, il y a quelques enjeux de taille, en fait, entre la création d'un pôle multimodal et sa forme, en quelque sorte, ou son architecture. Et surtout, il va y avoir 2 ponts, non pas 2 ponts supplémentaires, mais au moins 1 pont supplémentaire sur la Seine. Il en faudrait 2, mais on va se contenter du premier déjà, qui est une nécessité. Aujourd'hui, quand vous regardez Paris,
Vous regardez Paris, vous avez un pont tous les 300 mètres à peu près, pour passer d'une rive à l'autre de la Seine, qui n'est pas n'importe quel fleuve. Demain, pour l'instant, à Vitry, il n'y en a qu'un. Demain, il y en aura deux, ça va contribuer à améliorer les choses. Et c'est surtout avec cette idée, c'est que ce n'est pas un pont autoroutier qu'on veut. On veut un pont, il y aura la voiture, il y aura une voie dans chaque sens pour la voiture, mais il y aura surtout deux voies pour les transports en commun. Tout ce que nous ambitionnons aujourd'hui dans nos projets, toujours, il y a la clause transport en commun. Et donc ces ponts vont nous aider à irriguer le territoire, à alimenter le territoire et à le connecter chez nos voisins. On va pouvoir préserver le port à l'anglais? Oui, tout à fait. On va lui donner notre projet aujourd'hui. Je reviens quand même sur cette histoire des deux ponts. Parce qu'on a deux obstacles, si vous permettez. On avait la Seine, qui est quand même très belle, mais très large, et il faut la sauter. Et il y avait la voie ferrée. On est au-dessus d'un faisceau ferré de 16 lignes. Et donc il fallait aussi là envisager un pont pour se donner le moyen de... Vous savez, c'est une petite anecdote de souffrance pour les salariés. Vous avez une gare aujourd'hui à Vitry du RERC qui est hémiplégique. Elle regarde d'un côté du territoire, elle n'alimente que d'un côté du territoire. Tout le territoire d'activité, il n'est pas alimenté, donc il y a un vrai problème de connexion. Il fallait ce deuxième pont. Après, préserver le quartier du port à l'anglais, je crois que, heureusement que nous avons notre projet pour le préserver. Parce qu'aujourd'hui, j'ai du foncier qui peut être occupé par n'importe qui, n'importe quoi, n'importe comment. Il suffit qu'on arrive avec, je vais être très vulgaire, mais il faut aussi l'assumer. Il y a des camions poubelles, on arrive, on nous les pose chez nous, on dit voilà, il y a de la place, on peut garer les camions poubelles. Il y a un ferrailleur, ah ben il y a de la place, je prends voilà, non. Notre territoire, on veut que ce soit autre chose. Et donc refaire le port à l'anglais demain, bien sûr on va y mettre de l'habitat, bien sûr on va y remettre de l'activité, mais on va y mettre un parc de 10 hectares en bord de Seine. Demain, c'est la Seine accessible en espace vert, en espace ludique, au loisir. Mais c'est là aussi notre volonté, c'est de porter un projet où la Seine, demain, elle se développe plus dans le domaine de l'activité économique. Des projets de cette ampleur, ça nécessite que celui qui va en avoir la charge, c'est-à-dire vous en l'occurrence, et l'exécutif de Vitry, raisonniez en vous entourant de conseils. Quelle est la place qu'a prise auprès de vous ces conseillers, les architectes, les paysagistes dont vous vous êtes sûrement imprégnés pour chacune de vos décisions? D'abord, je vais vous dire le premier conseil que j'ai, et c'est, en tout cas, moi j'en suis, je vis ça de manière très enthousiaste. J'ai la chance d'avoir un maire qui est, de ce point de vue-là, innovant et qui a porté, dans la suite des maires qui l'ont précédé, ce renouveau pour la ville, qui l'a porté. Et de ce point de vue-là, ça met à l'aise avec tout le monde. Quand vous offrez une ville, la ville c'est un écran, quand vous l'ouvrez et que vous le mettez à la disposition d'hommes et de femmes, des architectes, des urbanistes, et que vous leur dites, voilà, réfléchissons, travaillons ensemble à développer la ville, à développer le territoire, les idées elles viennent partout. Après, il y a les contraintes économiques. Moi, je ne nie jamais les contraintes économiques. Construire du logement, ça coûte cher. Le foncier en région parisienne coûte très cher. Il faut aussi gérer ça. Il faut aussi travailler avec un peu d'économistes de ce point de vue. Mais j'ai la chance d'être dans une ville qui regarde devant. Et qui regarde devant avec des objectifs, qui sait où nous allons. Vous savez, quand vous regardez la carte de la ville aujourd'hui, vous avez au minimum 7 ZAC en cours, plus ou moins engagés, et plus ou moins qui vont plus ou moins se développer. Ça veut dire que au Moulin Vert, j'ai une ZAC qui est en train de se créer, j'en ai aux Ardouanes, j'en ai 2. Ce n'est pas du tout la même chose, ce n'est pas du tout les mêmes défis, ce n'est pas du tout les mêmes architectes, ce n'est pas les mêmes urbanistes. Il y a des gens différents. Et tout ça cohabite dans une ville qui a envie de les entendre, qui a envie de les écouter, puis qui a envie de se faire entendre aussi. Les élus, ils ont aussi envie de se faire entendre. Et derrière ça, la population. La clé problématique a souvent été celle dans cet entretien des transports et du logement. En termes de logement, pour conclure, l'ampleur des projets amène une augmentation sensible du parc social à Vitry.
Quelle est la proportion entre... Oui et non. Je vais vous dire oui et non. Oui, bien sûr, je vais construire du logement social. Mais non, parce que nous travaillons sur un équilibre de ville depuis toujours, 40% de logements sociaux. Donc demain, si je construis 10 logements, j'en aurai 4 qui seront des logements sociaux et 6 qui seront du locatif libre, de l'accession à la propriété. C'est notre ville, elle fonctionne comme ça. Elle fonctionne comme ça dans les années 70, elle fonctionne comme ça 40 ans après, et je pense qu'elle fonctionnera encore comme ça. C'est sa richesse. On a ça donne lieu à des débats politiques, mais nous avons une ville avec une image sociale très forte, mais en même temps, nous avons une ville... Le maire a une image que je partage complètement, après avoir beaucoup travaillé sur l'aménagement, c'est qu'on a une ville aux 4 quarts, on a une ville avec un quart d'habitat collectif, un quart d'habitat pavillonnaire, un quart d'activité économique, un quart d'espace vert. Et puis là-dessus, j'ai 85 000 habitants. Tout ça, ça fait une ville avec des ambitions très fortes. Michel Leprêtre, pour terminer, si vous aviez demain un projet un peu fantastique, audacieux, qui demande des moyens que vous n'avez pas tout de suite aujourd'hui, mais dont vous pourriez rêver, quel serait ce projet? C'est très compliqué ça, mais peut-être je regarderai, si demain j'ai une enveloppe sur la table, je regarderai du côté de la halle SNCF, qui fait partie de nos projets, mais pour que ce soit vraiment magnifique. Parce qu'en fait, cette halle, elle a renfermé tout ce qui était l'histoire industrielle de la ville, tout ce qui était son histoire ouvrière. Et de ce point de vue-là, on a décidé de la préserver, c'est sûr, mais pas pour qu'il s'y passe n'importe quoi. Et peut-être, est-ce qu'on arriverait à en faire un grand équipement culturel de plus? On a déjà théâtre, musée, cinéma, biennale de la danse, une galerie, mais quelque chose d'envergure. Et je pense que ça vaudrait le coup. Pour ceux qui ne connaissent pas Vitry-sur-Seine et qui aimeraient vous y accompagner, est-ce qu'il y a un endroit particulier que vous aimeriez leur montrer, un endroit où vous vous sentez peut-être intimement en confiance ou inspiré? Le parc des Lilas. C'est un parc qui fait 100 hectares, mais il a le mérite, quand on surplombe ce parc, il a le mérite de nous montrer toutes les facettes de la ville et tous les visages de la ville. Mais avec je crois, parce que j'ai emmené plusieurs fois des hommes et des femmes qui ne connaissaient pas la ville, je les ai emmenés là, on voit le pavillonnaire, on voit l'habitat collectif, on voit la Seine, on voit l'activité industrielle, et on est au milieu d'un espace vert dont on n'a pas la sensation d'en mesurer les limites. Je crois que c'est là qu'il faut regarder Vitry. Alors, rendez-vous pour tous ceux qui nous regardent au Parc des Lilas. Est-ce qu'il y a un moment privilégié peut-être dans l'année où il faut venir? Il faut venir au moment des Lilas, il faut venir au mois de mai, au mois de mai-juin, ça dépend des saisons, ça dépend de la température, mais mai-juin, la ville sera couverte de lilas. Eh bien voilà une idée de promenade pour ceux qui nous regardent. Le Parc des Lilas à Vitry-sur-Seine. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous bientôt pour un nouveau numéro de Demain la Cité, pour une nouvelle rencontre entre l'humain et l'urbain. Merci à vous.